Hello! Aujourd'hui, on fête officiellement les 5 mois de la chaîne. Ça fait tout pile 5 mois qu'on a commencé cette aventure sur YouTube ensemble. C'est la 13e vidéo de la chaîne. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose d'un petit peu spécial. Donc je me suis dit, vu que la toute première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne, c'était un top 3 des dramas que j'ai vraiment détestés, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour fêter le 5e mois de cette chaîne, de faire l'exact inverse et de faire du coup un top des dramas que j'ai le plus aimé. Sauf que comme on fête les 5 mois, c'est pas un top 3, c'est un top 5. Let's go! J'ai l'impression que je vais devenir méga redondante et méga saoulante, mais évidemment que le top 1 de mes dramas of all time, il n'a pas changé depuis le début de ma chaîne YouTube, ça reste The Spiral. Je ne vais toujours pas en parler pendant 45 minutes. Je vous laisse directement aller voir la vidéo qui traite déjà du sujet. Mais allez-y après cette vidéo quand même, partez pas maintenant, vous pouvez y aller à la fin. Mais c'est vraiment un drama que je vous recommande à 200%, surtout si vous aimez tout ce qui est drama psychologique, un peu thriller, légèrement horrifique. Il est classé dans horrifique, mais pour moi, il est pas... Enfin, je déteste les films d'horreur et j'adore ce drama. Donc, il est horrifique, mais pas trop non plus. Et surtout, si vous aimez tout ce qui est jeux vidéo et bromance, vous allez adorer. Bon, évidemment, si vous voulez aller plus loin, je vous recommande les livres. Mais encore une fois, je vous laisserai regarder la vidéo pour vous faire votre propre avis. Mais voilà, mon top 1 n'a pas changé, ça reste The Spiral. Et si vous avez peur que mon top soit rempli de dramas chinois, n'ayez crainte. J'ai pris quasiment un drama par pays. Donc, enfin presque. Alors, petit break coréen pour le deuxième drama de ce top. Et c'est pour parler d'un des premiers dramas qui m'a traumatisée. Je sais pas comment le dire autrement. Alors, quand je dis traumatisée, c'est assez fort. Ce que je vais dire, c'est que c'est un drama qui m'a réellement marqué. Notamment parce que les relations qu'il dépeint sont extrêmement touchantes et extrêmement twisted. Et donne mal au crâne, voilà, on va pas se mentir, elle donne mal au crâne. C'est aussi avec ce drama que j'ai pris conscience d'à quel point les thrillers coréens pouvaient être extrêmement forts dans leur traitement de l'humain, et de à quel point la Corée du Sud, de manière générale, tourne ses séries autour de l'être humain. Et de leurs sentiments, évidemment, mais surtout profondément autour de l'être humain. Donc pour revenir à ce drama, on découvre donc le personnage de Lee-Han, interprété par Park Jin-young, le membre du groupe GOT7, qui, suite à un incendie, se retrouve orphelin et est donc placé sous la tutelle du prosécuteur Kang Song-mo, qu'il considère un peu comme son grand frère. Et surtout, ce qui est particulier avec le personnage de Lee-Han, c'est que suite à cet incendie, en fait, pour rentrer un peu dans les détails, à un moment donné dans l'incendie, il y a eu une explosion qui l'a fait tomber sur le capot d'une voiture. Paf, ça a fait des chocs à pic. Et maintenant, quand il touche la poignée de porte, il peut voir qui est la dernière personne qui a pris sa douche. Chacun sa vie. Je suis ravie de pas avoir ce don. Pour être exact, il a donc ce qu'on appelle le don de psychométrie, qui est donc un don qui te permet de retracer l'histoire d'un objet en le touchant. Donc j'étais pas trop loin quand je disais qu'en touchant une poignée de porte, tu pouvais voir qui était la dernière personne à avoir pris sa douche, mais à condition que la poignée de porte que tu touches soit celle de la salle de bain. Donc c'est très pratique, par exemple, quand tu achètes un objet aux enchères ou en brocante, tu peux voir qui étaient les derniers propriétaires, s'il y a une histoire un peu macabre autour de l'objet ou non. Et étant donné que son grand frère donc est dans le ministère de la Justice, quelque part, et donc lié à des affaires criminelles, c'est un don qui peut être utile.
Mais c'est un don qu'il déteste aussi. Donc il l'utilise très peu jusqu'au jour où il va faire la rencontre d'une autre survivante de cet incendie. Et cette fille-là, par contre, elle veut avoir les réponses, elle veut comprendre ce qui s'est passé, elle veut savoir pourquoi l'incendie s'est déclenché, si c'était criminel, pas criminel, parce qu'elle aussi, elle a perdu des gens dans cet incendie. Et du coup, notre héros décide que, par amour, il est chaud d'utiliser ses pouvoirs. Une des raisons pour lesquelles j'ai autant apprécié ce drama, c'est surtout grâce au jeu d'acteurs de Park Jin-yoon et de Kim Kwon, qui jouent respectivement Lee-han et son grand frère le prosécuteur. Parce que même si c'est pas la relation la plus importante de la série, cette bromance reste très très importante dans la série. Je vais pas vous spoiler, c'est dur de parler de cette relation sans vous spoiler parce que il y a beaucoup de révélations autour de ces deux personnages qui font que leur relation est incroyablement précieuse et en même temps déchirante. Pour ceux qui ont vu le drama, vous savez très bien de quoi je parle. Et je pense que ça reste un de mes premiers traumatismes et un de mes premiers crève-cœurs de K-drama. Ça a été la bromance entre ces deux personnages. Ça fait partie des raisons pour lesquelles, quand on me demande de conseiller des K-dramas, j'ai du mal à recommander ce drama-là et le deuxième drama coréen dont je vais parler, parce qu'ils ont mis la barre tellement haut que si vous commencez avec ce drama-là, vous allez avoir du mal à trouver mieux. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que de commencer avec un drama qui met la barre tellement haut que tout ce qui vient après te paraît fade. En revanche, beaucoup moins de choses à dire sur l'actrice qui joue Eun Ji-soo, qui est donc l'autre personnage qui est aussi victime de l'incendie et qui va aider Lee-han à découvrir la vérité. Ce personnage est donc joué par l'actrice Shin Ye-eun, qu'on a retrouvé cette année dans un autre drama qui s'appelle Doctors on Edge, qu'on a regardé sur mon Discord en groupe, et qui m'a totalement laissé de marbre. C'est donc le deuxième drama de cette actrice où j'accroche pas avec son jeu d'acteur finalement. Cependant, ce n'est pas le premier drama de Park Jin-young que j'ai regardé dans lequel la bromance m'a paru plus intéressante que la romance. Mais on en reparle très vite. Gardez ça en tête, on en reparle. Dans la liste des dramas que je ne peux pas recommander comme premier drama à regarder pour ce pays, on a Coroner's Diary. C'est donc un drama chinois. Donc on revient dans les dramas chinois. Oui, je sais, j'avais promis de prendre un drama par pays et pour la Chine et la Corée, il y en a deux. Je l'avoue. Je suis désolée, mais en même temps, j'ai pas réussi à les départager. Mais donc, Coroner's Diary, s'il y a vraiment un drama chinois avec lequel vous ne pouvez pas commencer, pour moi, c'est celui-là. Surtout, si vous aimez les dramas historiques. Là, je parle vraiment d'un drama historique dans lequel on n'a pas de fantaisie, pas d'éléments fantastiques. Donc ce n'est ni un wuxia, ni un xianxia, c'est vraiment purement un drama historique. Et il met la barre tellement haut. Je peux même pas vous dire ce qui met la barre tellement haut parce que tout est incroyable. Le scénario, la cinématographie, les costumes, les personnages, l'alchimie entre les personnages, tout fonctionne. Tout est beau, tout est bien, tout est parfait. Et je peux passer 20 plombes à parler de cette série, vraiment. Elle surpasse pas The Spy Ram dans mes yeux parce que The Spy Ram, ça reste The Spy Ram. Mais honnêtement, si je devais pas forcément faire des tops avec des numéros, je pense qu'il serait ex aequo. C'est vous dire à quel point ce drama est un énorme banger. Et en plus, c'est un drama assez récent, puisqu'il date de 2025. C'est un des rares dramas chinois où je n'ai jamais ressenti le besoin de mettre en x2 ou de skipper des scènes. Vous savez, dans les dramas chinois, comme ils sont très longs, puisqu'en général ils font entre 24 pour les plus courts et 40 épisodes pour les plus longs, il y a toujours des scènes un peu filler où on a tendance à appuyer un peu sur notre touche de gauche, de droite, pour passer plus vite. Pas dans ce drama. Parce qu'en fait, le scénario est tellement bien ficelé et tellement bien écrit que si tu t'amuses à appuyer sur cette touche, même louper 10 secondes, tu peux louper un élément qui va revenir plus tard dans la série et qui va du coup
te manquer pour comprendre pourquoi est-ce que l'intrigue en est arrivée là. Je sais pas si c'est des génies du mal qui ont écrit ce drama, ou si c'est des gens extrêmement intelligents, parce que du coup, c'est vraiment le style de drama que tu ne peux pas passer, et que tu as envie de revoir plusieurs fois pour voir les éléments que tu n'as peut-être pas vus au premier visionnage, et qui pourtant te paraissent tellement évidents quand tu connais le dénouement, et t'es là genre, bah bien sûr, évidemment que c'était logique que ça, ce soit là à ce moment-là, mais tu l'avais pas vu au début. Et je déteste, autant que j'adore, me retrouver devant une série où à la fin tu fais « mais j'étais super bête en fait, j'ai loupé plein de trucs qui étaient super évidents ». C'est un sentiment que j'aime et que je déteste à la fois. Mais c'est un peu sadique de ma part de dire que j'adore quand les séries me prennent pour une conne. Un des gros points forts de ce drama, c'est aussi son duo d'acteurs principal. Puisque dans le rôle principal masculin, on retrouve Aori Peng, que beaucoup connaissent, je pense, pour ses rôles notamment dans Moonlight Mystic, qui est sorti exactement la même année. Et il va avoir un drama qui est censé sortir cette année, il me semble qu'il sort en décembre 2026, si je me trompe pas, qui est My Queen, My Rules. Et fun fact à propos de ce drama, mais dans ce drama, qui va du coup être un drama moderne, il joue un couple avec l'actrice qui joue sa cousine dans Coroner's Diary. Mais donc, dans Coroner's Diary, il joue le rôle du prince Yanchi, qui est à la fois prince, mais pas dans la ligne directe du trône, et en même temps un grand général. Dans les dramas chinois, ils sont quasiment tous généraux, à un moment donné. C'est l'équivalent de chef de projet dans une entreprise, apparemment. Et en rentrant un jour d'une campagne, il tombe amoureux au premier regard de Shen Wan, qui est donc l'autre personnage de cette série, et qui est une jeune médecin légiste, qui vient dans la capitale pour découvrir la vérité derrière le massacre de sa famille. Et ensemble, ils vont remonter du coup la trace de cette vérité, tout en résolvant des crimes sur le côté. C'est fun, je suppose. Mais du coup, c'est pour ça aussi que j'ai trouvé ce drama très intéressant, c'est parce qu'il n'y a pas énormément de dramas qui mettent en scène des médecins légistes, et encore moins des femmes médecins légistes, surtout dans la Chine historique. Bon, du coup, je suppose que c'est pas purement historique, parce que je doute qu'il y ait vraiment eu des femmes médecins légistes dans la vraie Chine historique, quoique. Mais du coup, voilà, donc on a Aori Pen d'un côté, et de l'autre côté, on a Li Landi, qui est une des plus jeunes actrices chinoises que je connaisse, puisqu'elle a commencé sa carrière à 10 ans. Et malgré ça, les rôles pour lesquels elle est connue, bah honnêtement, c'est pas forcément des rôles très anciens. Dans la même année que Coroner's Diary, on l'a vue à l'affiche de Filter. En 2023, elle était dans The Starry Love et Love of Nirvana en 2024, qui sont probablement ses plus gros dramas, en tout cas dans tout ce qui va être history fantasy. Donc ici, elle joue une jeune médecin légiste avec une langue à peu près aussi acérée que ses outils médicaux. Et donc, comme je l'ai dit, elle arrive dans la capitale pour se venger du massacre de sa famille, qui, on le devine assez facilement, encore une fois, à cause de tout le harem de conseillers autour de l'empereur, ont été notés comme étant des traîtres et ont été massacrés pour trahison, probablement parce que quelqu'un d'autre voulait couvrir ses propres bêtises. Et donc du coup, elle s'associe à Yanchi pour réussir à restaurer l'honneur de sa famille et surtout pouvoir retrouver son vrai nom. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que depuis le début, elle se fait passer pour quelqu'un d'autre, et donc elle arrive sur la capitale sous un faux nom. Et son seul but dans la vie, c'est de pouvoir retrouver son vrai nom de famille et pouvoir le porter fièrement. Donc elle décide de s'associer à notre jeune prince pour y arriver. Et évidemment, au fur et à mesure des épisodes, elle finit par en tomber amoureuse, même si elle va mettre beaucoup plus de temps à accepter ses avances, parce que c'est clairement pas sa priorité en fait. C'est vengeance d'abord, romance après. Ce qui est relativement logique quand tu es dans une situation aussi précaire que la sienne. Une de mes scènes préférées du drama, je pense, c'est
une scène où justement notre héroïne, qui est pourtant d'un sang-froid impeccable en toutes circonstances, craque complètement. Après la découverte de plusieurs ossements humains dans un puits, quand elle se rend compte que ces ossements humains appartiennent à des jeunes filles et que donc la famille qui vit là où se trouve ce puits a usé, abusé, martyrisé, vendu des jeunes filles et se sont débarrassés de leur corps en les balançant dans un puits sec. 你去休息会儿吧。我不累。剩下的交给我。他们已经受了太多的苦，我不能再让任何人伤害他们，任何人都不行。 那你也不能再这样折磨自己了。你要是垮了，谁来帮他们重建躯体？谁来帮他们沉冤昭雪？他们需要你。他们本可以不需要我，他们本应活着，他们可以去做他们自己想做的事情。可是为什么？为什么他们会被埋在这暗无天日的井底，变成一堆白骨？这世界怎么会有这般残忍的人，这般肮脏的事？为什么？ Et je sais pas, cette scène m'a brisée aussi, quelque part. Voir cette héroïne qui est justement toujours très stoïque, toujours très forte, se briser complètement, céder à la colère, à la tristesse. J'ai pleuré. Ce qui est assez rare de réussir à me faire pleurer devant une série. Il y a très peu de séries qui réussissent. Mais cette série-là, et cette scène-là en particulier, non, rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. Vraiment, juste pour cette scène, je suis obligée de vous encourager à regarder la série, mais vraiment juste pour cette scène. Et aussi pour le couple principal, parce que ils ont probablement la romance la plus green forest et adorable que j'ai pu voir depuis très longtemps. En fait, si je dois être honnête, je pense que la raison pour laquelle j'ai autant apprécié cette série, c'est parce que j'ai grandi en regardant la série Bones. Et c'est exactement la même chose, sauf que vous transposez Bones dans la Chine historique. Mais on a le même personnage masculin qui est très stoïque, mais qui pour autant ne vomit pas devant les cadavres, qui est ultra protecteur, qui met sa vie en pause et se met littéralement en danger pour sauver celle qu'il aime. Et de l'autre côté, on a la médecin légiste, ultra froide, qui comprend absolument rien aux interactions humaines, qui passe plus de temps avec les Maccabées qu'avec les vrais humains, et qui pour autant finit par tomber sous le charme de celui qu'elle appelle son partenaire depuis le début. Donc voilà, on a le même style de série, et je pense que ça a grandement participé à mon appréciation de la série. Parce que voilà, la petite fille en moi qui était fan de Bones a trouvé son écho dans cette série, et si vous aimez Bones, vous allez forcément adorer cette série. En plus, il y a moins de saisons à regarder, et la romance est beaucoup moins en slow burn, donc il n'y a que des avantages. Vous vous rappelez quand je vous ai dit de garder en tête le fait que Park Jin-young aimait bien jouer dans des séries où la bromance était plus importante que la romance? Bah voilà le deuxième, The Devil Judge. Honnêtement, je pense que ce drama est probablement dans les tops des K-dramas favoris de beaucoup de monde. Et la raison n'est pas forcément Park Jin-young, la raison c'est pour l'autre acteur principal, Ji-sung. L'histoire du drama est relativement classique, on est dans un monde corrompu, dans lequel on va retrouver un juge qui est complètement psychotique et qui va décider d'utiliser la corruption des puissants contre eux pour essayer de retrouver un semblant de justice. Et de l'autre côté, on a un tout jeune juge, blanc comme neige, absolument adorable, qui va petit à petit entrer en contact avec ce monde corrompu et se laisser corrompre. Quasiment jusqu'à la fin. Alors, que dire sur cette série, si ce n'est que c'est la série qui m'a fait découvrir le Ji-sung. Probablement parmi les acteurs les plus connus du K-drama world. Un acteur qui a une carrière mais longue comme le bras. Peut-être pas comme le mien du coup, peut-être plus longue encore.
que j'ai personnellement connu dans un autre drama qui s'appelle Dr. John, qui est sorti en 2019, dans lequel il joue un docteur qui est incapable de ressentir la douleur. Une série qui est juste incroyable, poignante, et j'aime beaucoup son jeu d'acteur dedans. Cette année d'ailleurs, on l'a retrouvé dans 2 dramas, dont un qu'on a aussi regardé sur mon Discord, qui est The Judge Returns, qui était juste un énorme banger. En fait, j'ai l'impression que tu mets cet acteur dans n'importe quel drama et ça devient automatiquement un banger. Parce qu'il a un jeu d'acteur qui fait que tout le monde adore voir cet acteur et ce personnage dans un drama. Il a joué dans un 2e drama qui est sorti cette année, qui est en train toujours de sortir cette année, qui s'appelle The Apartment Job, qui a l'air d'être un énorme banger également. Il faut absolument que je rattrape mon retard, c'est indécent. Mais il est dans ma liste. C'est juste que les dramas chinois ont commencé à s'empiler et du coup les dramas coréens, je les ai un peu mis de côté. Mais il est dans ma liste. Donc pour en revenir à The Devil Judge, la série a un énorme point fort qui est la complicité entre Kang Yo-han, qui est donc ce fameux juge complètement détruit par la vie qui décide, pour se venger de la mort de son frère et de la paralysie partielle de sa nièce, d'utiliser la corruption des puissants contre eux, dans un plan mais complètement tiré par les cheveux et incroyablement sadique, qui a pour but de, grosso modo, faire un live Twitch pendant les sessions à la cour, où les viewers de ce live Twitch sont en charge de voter pour savoir si la personne est coupable ou non coupable, et ils doivent voter pour quelle punition ou quelle sentence doit être donnée à la personne coupable. Vous vous rendez très bien compte d'à quel point ça peut vriller quand on connaît l'amour de la Corée pour la cruauté humaine, et surtout quand on connaît juste les gens qui fréquentent les plateformes de live comme Twitch. Je vais pas rentrer dans les détails de la vraie vie, on a récemment eu une affaire qui s'est bien mal terminée. Bon, c'était pas sur Twitch, c'était sur Kick, mais c'est la même idée de plateforme. On sait à quel point ce genre de plateforme peut détraquer les gens, surtout quand tu leur donnes un tant soit peu de pouvoir sur les autres personnes. Donc forcément, avec un plan pareil, ça ne pouvait que foncer droit dans le mur. Et en face, on a donc le personnage joué par Park Jin-young, qui est Kim Ga-eun, qui est un tout jeune juge avec un passé un peu trouble, puisque du coup, ses parents ont été victimes d'un scammer qui les a poussés au suicide, ce qui fait qu'il, pendant quelques années, il a un peu déraillé, à rentrer dans des batailles avec des gangs, il s'est fait tabasser, il a failli aller en prison. Mais il est revenu sur le droit chemin, il a décidé de devenir juge parce qu'il croit en la justice. Et évidemment, plus il va passer de temps avec Kang Yo-han, qui est devenu son mentor, moins il va croire en la justice. C'est le moins qu'on puisse dire, à tel point que le personnage mentalement malade et plus que gris, moralement, de Kang Yo-han va être obligé de prendre une décision drastique pour le faire revenir sur le droit chemin. Ouais, tu sais que t'as perdu les pédales quand le personnage qui était prêt à se sacrifier pour sa cause décide de te remettre dans le droit chemin. Un des principaux arguments que vous allez probablement voir sur ce drama, c'est qu'il y a des chances qu'il ait été écrit comme étant un boys love, mais que comme ils ont engagé 2 énormes acteurs de l'industrie coréenne, dont un qui est en plus idol, sachant qu'à l'époque où est sorti le drama, c'est-à-dire en 2021, tout ce qui était boys love, incluant des idols de K-drama, c'était passé vraiment sous silence, il fallait pas s'y associer. Donc, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que le script originel était un boys love, mais que suite au casting, ils l'ont changé pour faire une bromance. On y croit, on n'y croit pas. Personnellement, j'aurais beaucoup de mal à me dire que ça aurait pu être un boys love quand tu sais que le frère de Kang Yo-han, qui le cherche à venger pendant l'intégralité du drama, est le portrait craché de Kim Ga-eun, joué par le même acteur, exactement la même tête, juste avec 15 ans d'écart. Il y a que la Chine pour faire des dramas aussi torturés. Hein. La Corée, ils sont plutôt green flag en général sur les boys love. Donc, on y croit, on n'y croit pas, vous voyez ce que vous voulez. Personnellement, j'aime les deux.
J'aime le drama tel qu'il est en tant que bromance, même si c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont quand même très borderline, où tu te dis ouf, je suis pas sûre que je me comporterais comme ça avec mon supérieur, mon subalterne, ou juste avec un sommelier, vraiment. Mais encore une fois, je suis pas coréenne, je connais pas toutes les coutumes de la Corée. Et c'est vrai qu'en Corée, ils ont tendance à être beaucoup plus touchy et friendly qu'en France. Donc, faut pas voir le LGBT partout, même quand là, il y est quand même très fort. Mais ne vous en faites pas, si vous êtes fan de tout ce qui est BL plus que bromance, vous pouvez aller sur AO3. Il y aura ce qu'il vous faut, ne vous inquiétez pas. They got you covered. Personnellement, mon personnage préféré dans la série reste le personnage de Kim Ga-eun, que je trouve incroyablement touchant, puisqu'on commence donc avec cette espèce de petit fan. Oui, on l'appelle littéralement comme ça dans la série. Cette espèce de petit fan un peu immaculé, blanc comme neige, titubant sur ses petites pattes. On a vraiment l'image du garçonnet qui sort d'école et qui est ultra naïf et veut croire en la vie et veut croire en la bonté des gens. Et plus ça avance et plus ils sont dans le côté sombre de la force, finalement, hein, une sorte de parallèle de Anakin. Bon, il tue pas des enfants. En même temps, il plonge pas complètement du côté obscur de la force, puisque Kang Yohan l'en sort avant qu'il ne soit trop tard. Et surtout, ce qui va le sauver finalement, c'est de créer justement ce lien avec Kang Yohan et sa nièce, qui vont un peu devenir sa nouvelle famille, puisque Kim Ga-eun est littéralement orphelin, et Kang Yohan a donc sa nièce sous sa tutelle, puisqu'elle a perdu ses deux parents. Et vous allez pas me croire, mais dans ce drama, il y a une romance entre Kim Ga-eun et son amie d'enfance. Et elle est anecdotique, hein. Non, vraiment, la série a vraiment très peu misé sur la romance, beaucoup plus sur la bromance, ce qui me fait penser que peut-être que Park Jin-young aimerait pouvoir jouer dans un boys love un jour, parce que c'est quand même le deuxième drama dans lequel je le vois et dans lequel je l'apprécie et dans lequel il est plus à l'aise dans la bromance que la romance. Après, récemment, que ce soit 2024-2025, il a joué dans beaucoup de dramas avec beaucoup plus de romance, dans lequel il est absolument incroyable aussi. Donc en soi, quel que soit le drama dans lequel il va jouer, on va toujours apprécier son jeu d'acteur, et notamment, je me souviens plus du nom du drama, mais il y a un drama dans lequel il joue un vilain, et il est juste incroyable, parce qu'avec sa bouille là, vous le voyez en vilain, vous? Pas moi. Il a la tête parfaite du petit bébé mignon, ce qui fait de lui un vilain absolument redoutable. Mais évidemment, il y a une raison pour laquelle j'ai mis The Devil Judge en 4e, c'est parce que il amorce la transition avec le drama dont je vais parler maintenant, puisque The Devil Judge est ce qu'on peut appeler très clairement une bromance. Et là, on va rentrer dans le monde des BL. Parce que évidemment, je l'ai dit, un drama par pays. On arrive avec la Thaïlande, donc forcément, on sort les boys love. Et notamment le boys love d'aujourd'hui qui va être Not Me. Je pense que quand on parle de boys love thaïlandais, il y a peut-être 3 ou 4 dramas qui vont ressortir quand vous demandez aux gens quels sont les plus gros classiques parmi les boys love thaïlandais. Vous allez probablement avoir Bad Buddy, Turn Type et Not Me. Honnêtement, je pense que c'est sûrement le 2e ou le 3e plus cité, tout simplement parce qu'il met en avant un des pairings les plus appréciés en Thaïlande, en tout cas à l'époque où il est sorti, Of Gun. Peut-être qu'aujourd'hui, ce pairing ne vous dit plus rien, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où est sorti ce drama, c'était THE pairing, le plus connu, le plus connu, le plus populaire, le premier à avoir un light stick, le premier à faire des fan meetings. Les gens étaient complètement dingues de ce pairing.
Mais c'est un truc de malade. Je crois que c'est quasiment un des premiers qui revenait dans des séries de manière récurrente. C'était The Pairing. Ils représentaient à eux seuls la Thaïlande. Bon, aujourd'hui, les BL thaïlandais, c'est Netflix. Hein. T'as 5 séries qui sortent toutes les semaines, des nouveaux pairings tous les 2 jours. Moi, j'ai arrêté de suivre. Maintenant, je regarde les séries, je suis en mode « Ah tiens, je connaissais pas ce pairing. » Bah oui, forcément, c'est tout nouveau juste pour cette série. Donc, j'ai arrêté d'essayer de suivre les pairings thaïlandais. À part les gros pairings que tout le monde connaît, je pense, il n'y a pas vraiment de pairing que je suis parce que il y en a trop. Mais Off Gun, c'était vraiment THE pairing. Et d'ailleurs, fun fact, quand j'étais en Master 2, j'ai un camarade de classe, oui, j'ai 70 ans, prenez pas la tête, je dis camarade de classe, totalement. Et je mangeais des petits écoliers à 4 heures. Non, c'est faux, c'est dégueulasse les petits écoliers, c'est sec. Et bref, j'avais donc ce camarade de classe qui m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire qu'il avait commencé à regarder un BL thaïlandais, qu'il avait adoré et qu'il était devenu accro au BL thaïlandais à cause de ce BL. Et c'était Not Me. Donc Not Me raconte l'histoire de White, qui est un jeune étudiant qui vit avec son père suite à la séparation de ses parents, jusqu'au jour où il va apprendre que son frère jumeau, qui s'appelle Black, parce que visiblement les parents avaient une énorme imagination sur les prénoms, ils ont eu des jumeaux, ils ont fait Black et White. Les prénoms thaïlandais, je vous jure, ça mérite une vidéo à eux tout seuls. Parce que quand tu dis un prénom thaïlandais, tu ne peux pas savoir, à moins d'être dans le contexte, si tu parles d'un objet ou d'une personne. Mais bon, si vous regardez des BL thaïlandais, vous savez quoi. Mais donc, White apprend donc que son frère Black est dans le coma et il décide de prendre sa place, de rejoindre son gang d'activistes et de découvrir qui et pourquoi son frère a terminé dans le coma. Sauf que c'est pas parce que t'as exactement la même tête que ton frère jumeau que tu deviens ton frère jumeau, donc forcément, il y a des membres du gang qui commencent à devenir un peu suspects du fait que potentiellement Black n'est pas forcément Black, dont notamment Sean, qui d'abord va être extrêmement désagréable avec White, parce qu'il va penser que forcément c'est Black et que Black se moque de lui quelque part, et il va finir évidemment par en tomber amoureux, toujours en pensant qu'il s'agit de Black d'ailleurs, ce qui va créer plein de malentendus, mais c'est pour ça qu'on regarde les dramas finalement. Je pense que si vous parlez de Not Me à n'importe qui regarde des BL thaïlandais, ils vont vous mentionner notamment une scène, qui est la fameuse scène de la Pride. C'est donc une scène dans laquelle on voit Sean et White se tenir la main sous un énorme drapeau LGBT pendant une Gay Pride dans les rues de Bangkok. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où la série est sortie, il me semble que les droits LGBT n'étaient pas encore totalement acceptés et reconnus en Thaïlande. Les séries étaient très popularisées à l'international, mais les droits LGBT n'étaient pas forcément reconnus en Thaïlande. Ce qui peut paraître totalement stupide, parce que ça l'est, mais c'était le cas. Et donc cette scène a ému énormément de gens dans la communauté LGBT et a notamment... Alors encore une fois, je travaille pas au gouvernement thaïlandais, donc je sais pas si c'est vrai ou une rumeur, mais les gens disent que cette scène, et notamment cette série, a aidé à la légalisation des droits LGBT quelques années plus tard en Thaïlande. Et si c'est vrai, c'est extrêmement classe, et il est vrai que cette scène est magnifique. De mon côté, je pense que la raison pour laquelle j'ai autant apprécié Not Me, c'est parce que c'est un de mes premiers BL thaïlandais, si ce n'est mon premier BL thaïlandais. Parce que
Bah, je vais être honnête, en termes de scénario, en termes de pairing, en termes d'alchimie, c'est pas le meilleur drama thaïlandais du monde. Honnêtement, j'ai pu en regarder des beaucoup plus récents que j'ai trouvé beaucoup plus impactants et qui seraient plus légitimes, on va dire, d'être dans mon top si je faisais un top purement sur l'impact du scénario ou en tout cas le niveau d'écriture de certaines séries. Mais il a ce petit côté première série, nostalgie, tout premier pairing thaïlandais que j'ai commencé un peu à suivre. Il a l'avantage d'être le premier en tout, quasiment, en ce qui concerne la Thaïlande. Et donc du coup, ça, d'office, lui donne une place dans mon top qui ne pourra pas être bougé par n'importe quel autre drama thaïlandais qui viendra par la suite. Tout simplement parce qu'il a ce côté, c'était nouveau, c'est le premier, ça représente une partie... C'est un peu comme cette espèce de dessin animé d'enfance qu'on s'imagine être beaucoup mieux que ce qu'il est réellement, parce que ça nous a tellement bercé dans notre enfance qu'on le laisse sur un piédestal. Et ben Not Me, c'est exactement ça. Je le laisse sur son piédestal parce que c'est le premier que j'ai regardé, parce que c'est le premier pairing que j'ai connu, parce que c'est le premier BL qui m'a vraiment marqué. Ce que j'ai également apprécié dans Not Me, c'est la relation entre Sean et White. Bah, en même temps, c'est la relation amoureuse, donc heureusement, quelque part, mais surtout la relation entre White et Black. Je n'ai pas de sœur jumelle ou de frère jumeau, mais j'ai une petite sœur. Et je pouvais totalement m'identifier à White et son désir de tout faire pour protéger son frère, quitte à se mettre lui-même en danger, pour s'assurer que quand son frère se réveillera de son coma, tous les dangers qu'il aurait pu rencontrer ou les dangers qui l'ont mis dans le coma auront été éradiqués pour lui offrir, on va dire, un monde meilleur, un monde dans lequel il n'aura plus à se mettre en danger et pouvoir l'aider à, aux yeux de White en tout cas, se remettre dans le droit chemin, qui n'est pas celui d'être dans un gang d'activistes. Spoiler alert, Black se réveille avant que White puisse se mettre un peu trop en danger et va lui mettre une énorme patate quand il va se rendre compte que son frère a pris sa place pour essayer de vaincre ses ennemis, parce que en fait il est dans le même process mental de j'ai jamais voulu mettre mon petit frère, parce que du coup White ils sont jumeaux mais White est né après, donc il a jamais voulu mettre son frère dans la mouise dans laquelle lui il est. Et en tant que grande sœur, c'est quelque chose que je peux totalement comprendre. Je pense pas que ce soit un truc uniquement de grande sœur. Je pense qu'à partir du moment où t'as des frères et sœurs, tu sais à quel point, jusqu'où, on va dire, t'es prêt à aller pour protéger ton frère ou ta sœur. Désolée, j'ai eu un léger problème de micro, mais je disais donc que aujourd'hui il y a mieux. Comme je l'ai dit, aujourd'hui il y a mieux, il y a plus de pairing, plus de séries, plus de nouveautés et des meilleurs scénarios. Mais Not Me restera dans mon top parce que c'est mon premier BL et qu'il a ce côté un peu nostalgique et classique. Et non, je ne parle pas des stations de radio. Je sais, j'avais promis de faire un top 5. Et là, je m'apprête à vous parler d'un 6e drama, mais il y a 2 raisons à ça. Première raison, c'est la première fois qu'on va parler d'un drama japonais. Et la deuxième raison, c'est que c'est un classique des dramas japonais et qu'il mérite sa place dans ce top, et que c'est pas parce que j'ai mis 2 dramas coréens et 2 dramas chinois que je peux pas rajouter un drama japonais. Je pense que c'est un drama que beaucoup d'entre vous connaissent puisqu'il s'agit de An Incurable Case of Love, qui est un drama qui concentre tous les clichés japonais que vous pouvez trouver, puisqu'on a la définition même du tsundere comme personnage principal avec le docteur Tendo, qui est un homme qui déteste tout ce qui se rapproche de près ou de loin d'une interaction sociale et qui a un passé déchirant, bien évidemment, et qui va passer du grumpy character à un grumpy character amoureux d'un sunshine character. Parce qu'évidemment, on reste dans le cliché. Et de l'autre côté, on a Nanase, qui est une jeune fille naïve et maladroite, qui finit par devenir une adulte toujours aussi maladroite, mais beaucoup moins naïve, qui a une enfance absolument horrible, et qui pourtant devient la personne la plus solaire et lumineuse que vous pourrez trouver avec le cœur sur la main. Et
Un cœur tellement généreux qu'il va finir par faire fondre la glace de son médecin préféré. Et ça fait partie des dramas que j'ai du mal à comprendre. Pas dans le sens où le scénario est trop difficile à comprendre. Je le connais par cœur et je peux le prédire à partir du moment où je regarde la première minute du premier épisode. Je parle du fait qu'ils mettent quoi dans ces genres de scénarios? De la drogue? Parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut créer ce genre de série et avoir des gens comme moi qui adorent la qualité et des scénarios un peu cherchés et travaillés et des trucs qui vont me triturer les méninges, qui vont regarder ce drama 25 fois en une année. Tellement ce drama est addictif. Expliquez-moi. Donnez-moi vos meilleures théories en commentaire parce que je ne comprends toujours pas. Mais si vous n'avez jamais vu de drama japonais, je ne peux que vous conseiller ce drama en particulier. Sur ce, je vous dis dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, si vous voulez plus de recommandations de drama. Vous pouvez également rejoindre mon Discord, dont le lien est en description, si vous voulez discuter avec plein de passionnés autour des dramas chinois, japonais, coréens, thaïlandais. Et aussi autour de tout ce qui est K-pop, C-pop, J-pop, T-pop, si vous en écoutez, évidemment. Pour ceux qui sont en vacances, profitez bien. Pour ceux qui, comme moi, sont encore en train de travailler, fighting, on est ensemble. Bye!